This film is a brilliant achievement in motion picture history. Finally, the truth about Hitler's diabolical plans to create a race of superwomen can be told. Werewolf Women of the SS. Welcome to Death Camp 13, home of the Nazis' diabolical plans to create an army of super werewolf soldiers. This project, its failure, will be your demise and the end of Germany, Poland. You have been chosen. Rejoice! I have found the perfect solution. The she-devils of Belzec. Can they alone supply the blood needed to save Hitler's mad dreams? Or will the pride of Germany fall into ruin? This is my project. We are now in total control of pure wolf. This is an outrage. Silence! Featuring Udo Kier, Sherry Moon Zombie, Tom Tolles, Sybil Danning, Bill Moseley, and Nicolas Cage as Fu Manchu. This is my mission! Werewolf Women of the SS. Yeah! Bonsoir à tous! Bienvenue pour ce premier numéro du nouveau podcast qui déchire tout! Podcast déjà culte avant la première diffusion. Bah déchire tout, Yeah. je sais pas. On va essayer en tout cas de sortir un peu des médias mainstream. Non mais déjà nous on est déchirés quoi. Bah déjà on va essayer. Déjà, bon, ouais. Alors, Déjà je pense qu'on est plus en forme que le reste des gens, hein, ça c'est sûr. Et puis surtout on va essayer de vendre un truc un peu différent, c'est-à-dire pas tout ce que vous avez entendu. pas de la merde quoi, pas du politiquement correct. Là on va rigoler. Comment on l'appelle ce podcast guitare? Moi j'avais pensé à Podcastor. Écoute Podcastor, ouais pourquoi pas, ça fait un peu, comment on dit les mecs là qui David faisaient... Crockett. David Crockett, mais les gars, les scouts. Eh, Riri, Fifi. La quatrième dimension, à la base, c'est une série américaine, donc des années 60, les premiers épisodes étant en noir et blanc. Et dans les années 80, ils en ont fait un film, un long métrage. Et ils ont en fait, donc, c'est plusieurs. Le film est composé donc, de plusieurs. C'est net quoi. Plusieurs scénettes confiées à des réalisateurs différents, donc dont Steven Spielberg, il y a Joe Dante, voilà, donc pas... Des mecs brillants, hein, des mecs ultra brillants, Voilà. vraiment des types... Comme Danny. Et donc moi notamment, voilà un épisode qui m'avait une des scénettes qui m'avait beaucoup marqué, c'est voilà celle réalisée par Joe Dante où c'est donc un petit gosse. Joe Dante, le mec des Gremlins. Voilà, tout à fait Gremlins. Je pense à Small Soldiers aussi, tu l'avais vu là, Je l'ai vu. Les petits robots là. Je l'ai vu, mais je dois vous avouer que là je suis face à mon cousin et qu'en fait on a 4 ans de différence. Et que c'est lui qui m'a montré les Gremlins pour la première fois à l'époque où j'étais très jeune. Non. Et donc c'est lui dans sa petite chambre pourrie, chambre pourrie où sa mère venait l'engueuler. Et ben Qu'est-ce que tu regardes encore ça? voilà. Mais qu'est-ce que c'est horrible ça, Voilà, on mais... l'a insulté. Bah écoutez, moi il m'a permis de regarder ce film à un moment donné. Et, Voilà. et je tiens à préciser que moi ce film me faisait flipper et mon cousin a 3 ans de moins que moi. Ouais, donc. Et j'ai appris récemment une anecdote incroyable sur donc une des scènes donc, qui se passe, c'est l'épisode où c'est sur un raciste, donc très raciste qui est dans un bar. Donc, il aime pas les noirs, il aime pas les juifs, il aime pas les immigrés mexicains. Et donc ce mec se retrouve, donc il sort du bar, donc ivre mort, hein, et il sort du bar, il se retrouve projeté en fait dans l'Allemagne nazie en 1942. Et c'est un juif pourchassé par des nazis, voilà, des soldats SS. Donc en fait, ce raciste se retrouve à la place d'une minorité. Et voilà. Un peu comme si en Amérique, avant les premiers Européens, on avait pris le parti des Indiens,
victime du plus gros génocide qui soit jamais arrivé dans le monde entier. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc, non, mais c'est vrai, il faut bien remettre dans le contexte. L'Amérique, quand même, appartient aux Indiens, là-bas. Et aujourd'hui, quand même, ils ont droit à des réserves. Hein. L'Amérique, ce pays très ouvert et surtout sur lequel il faut se transcender, hein, parce qu'il nous explique tout le monde entier. Ce qui est très intéressant, c'est que les Indiens ont des réserves où il faut jouer au casino, boire de l'alcool. Ils ont le droit de être complètement bourré. Et puis ça, c'est ce qu'on a donné aux Indiens. Donc voilà, on va continuer sur la 4e dimension, puisque je trouve que ça va bien. Non mais le fil conducteur est très bon, Et donc là où on a massacré donc toute une ethnie hein, qui est complètement morte, sauf elle subsiste dans les réserves, hein, où ils ont le droit de jouer au casino et de boire de l'alcool. Voilà. Pas mal d'alcool. Allons-y. Ah oui, beaucoup d'alcool, oui. Beaucoup d'alcool, ils ont le droit à beaucoup d'alcool. Et donc ce mec donc, est poursuivi donc, par des soldats nazis. Et au moment où il va se faire bouffer par le Doberman, en fait, il est de nouveau télétransporté dans une autre dimension. Le Doberman, c'est très intéressant ça aussi comme réplique, putain. T'as un Doberman, t'es un Allemand, t'es un fils de pute. En gros, c'est ça. T'es un gros fils de pute. Et au moment où il va se faire bouffer par le Doberman, il est de nouveau télétransporté dans une autre dimension. Et donc cette fois-ci, il se retrouve en pleine guerre du Vietnam. Donc alors, on parle Indochine. Non, celle d'après contre les Américains. Ah, pardon. Donc, celle où ils ont balancé du napalm et qu'ils ont esquinté tout un pays entier. Donc on est vous avez été très brillants. Ils se retrouvent dans un village donc qui est en train d'être bombardé par napalmé, on peut dire napalmé. Et en fait, tout d'un coup, ce mec bascule du côté des minorités et décide de sauver 2 enfants qui, sans son aide, auraient péri donc sous le feu des évidemment. C'est des gens bien. Hein. Et donc on le voit s'enfuir. Donc il a un enfant dans chaque bras et donc on le voit donc fuir le village qui est en train d'être. Alors c'est marrant ça, je trouve. J'ai une remarque à faire là-dessus, c'est que j'ai jamais vu d'Américain assez costaud pour transporter 2 enfants dans chaque bras. Moi. Mais bon, mais peut-être qu'il y en a-t-il. Donc voilà, donc moi en fait c'était moi j'en ai resté là donc sur cette scène de Twilight Zone, la 4e dimension. J'ai récemment appris une anecdote assez dingue sur donc ce film et cette scène. Il y a eu un terrible accident. Tout ça c'était tourné en studio. Moi j'ai trouvé ça complètement dingue. En fait il y avait un hélicoptère en studio. L'hélicoptère s'est écrasé. Et en s'écrasant, la pale des rotors a décapité l'acteur ainsi que les 2 enfants qui jouaient ces personnages. Pour mieux retranscrire le truc, parce que là mon cousin est un peu soft, c'est qu'en fait on était un peu, et c'est là où le monde est terrible, c'est qu'il se répète, hein, on était comme dans la production française sur le film avec Camille Muffat, Alexis Vastine et compagnie. C'est-à-dire on va filmer au plus près, hein. C'est-à-dire au plus près, c'est-à-dire que s'il y a un accident, on explose. Hein. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé déjà à l'époque, et bon, ce qui montrait à quel point déjà ils avaient cette espèce de philosophie d'aller évidemment mouiller le spectateur, mais évidemment pas soi-même. Hein. Voilà. Donc ce qui est absolument terrible. Donc évidemment quand cet accident est arrivé, évidemment il était parfaitement filmé vu que c'était une scène d'action, donc il devait y avoir plusieurs caméras qui filmaient. Et encore plus dingue, la vidéo de l'accident est disponible sur YouTube. Donc on peut voir cet hélicoptère s'écraser et donc les pales décapiter les 3 personnes. Encore plus dingue, la scène qu'on voit dans le film précède l'accident en fait. Mais bon, c'est un raciste, hein, donc il méritait de mourir. Hein. Après voilà, on peut... En gros, l'idéologie là-bas, c'est que ce raciste, il méritait de mourir. Hein. Donc suite à ça, donc il y a eu des procès contre John Landis, donc qui paraît-il sur le plateau en fait. Donc je crois pas que les pilotes les gens qui étaient dans l'hélicoptère sont morts. Et donc il y a eu tout un procès donc les pilotes de l'hélicoptère John Landis, et paraît-il que John Landis sur le plateau n'arrêtait pas de répéter aux pilotes de l'hélicoptère Closer, get closer, come on, get closer, come on. Voilà, l'Amérique, ce jeune pays très insolent. Et donc il y a un moment donné où la situation, donc le réalisateur John Landis voulait toujours que cet hélicoptère soit plus près des acteurs, et bon l'hélicoptère a fini par s'écraser, je sais pas exactement ce qui passait. Donc, et
Et un truc, et c'est ça où bon, parce que ces mecs ont des assurances et tout, mais ce qui a le plus nuit à John Landis, c'est les deux gamins. Heureusement. En fait, c'est par rapport aux deux gamins. Et non, parce que. Mais encore. Non, mais attends, est-ce que tu sais le point qui a le plus nuit à John Landis? Et d'ailleurs, c'est vrai que le mec a pas une énorme carrière après, donc je sais pas si c'est avant ou après Blues Brothers, la 4ème dimension. Il y avait deux problèmes avec les enfants. C'est que, premièrement, en fait, ils n'ont pas le droit de faire. C'est très restreint, je crois que c'est 1 heure de boulot par jour pour les enfants. C'est très restrictif, ce qui est normal. Hein. Et là, il se trouvait que ça faisait, en fait, c'était un tournage de nuit, et également, je crois que ça faisait 8 heures qu'il retournait. Donc en fait, John Landis était dans l'illégalité par rapport au travail. La plus totale. Voilà. Et mais bon, là... Zemeckis et Spielberg l'ont sauvé. Voilà. Non mais heureusement qu'ils sont là. Hein, c'était ouais. Non mais on dit ça, on dit rien, mais ils l'ont sauvé. Vous inquiétez pas, ce tueur d'enfants, il a été sauvé. Et ne vous inquiétez pas, vraiment. Non, attends, on va quand même vérifier. Non mais disons-le. Moi j'ai envie de voir la filmographie. Il a été sauvé grâce à Spielberg. Zemeckis, Joe Dante, enfin Joe Dantis ou je sais pas comment il s'appelait avant. Je sais pas comment il s'appelait avant. Mais on s'est compris, hein, on se comprend. Et moi j'aimerais bien voir la filmo quand même de John Landis, s'il a fait des trucs après. Il a fait Blues Brothers, il a fait tous les trucs de drogués. Tous les trucs de drogués, il les a fait, là depuis. Ouais bon, et donc il a fait il s'était inspiré, j'avais compris. La 4ème dimension c'est en 83. Ah, Blues Brothers c'est avant. Ah c'est avant, excusez-moi. Non mais ça a quand même mis... parce que c'était le... Enfin, tu sais que John Landis c'est le mec qui a réalisé Thriller de Michael Jackson. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, quand même, ouais, bon, le mec a plus rien fait après. Hein. C'est... Bon, quand même, là... Ah non, il y a un press à New York. Il y a un press à New York quand même. Non. Bon, après, il y a Hollywood qui, quand même, parfois... Ah, Bruce Brothers 2000. Donc, tu vois, je n'avais pas tort. Non, mais voilà, c'est écrit. Il a fait Black or White. Donc, vous voyez, Hollywood, quand même, vous le rend bien. Si vous avez tué quelques enfants, tant qu'ils sont des enfants de l'Amérique ou d'ailleurs, hein, c'est pas très grave. Toutes les armes que vous voyez dans le film, vous avez la possibilité, là-bas, de tirer avec à balles réelles. Moi je préférais plus une... Parce que là c'est trop doux, Moi je préférais plus une musique à la Predator là. Ah vas-y, parce que moi je t'avoue que Non mais elle est belle cette musique, mais je trouve là ça fait pas film d'action. Tout à fait. Mais le sujet sur... c'est très intéressant, moi vous verrez, je pense qu'on aura des avis très différents. Voilà, moi c'est mieux ça pour moi. Voilà, donc comment ça se passe? Vous arrivez, donc c'est dans une zone, hein, le truc. Hein. C'est un quartier, autrefois, ça devait être que des usines et tout, donc c'est un truc qui est en train d'être réhabilité, les petits bars branchés, bon. Et il y a également un bâtiment dans lequel vous avez la possibilité de tirer. Et alors, mais un rêve, en fait, pour tous les fans de films d'action. Et donc, vous débarquez à l'intérieur, et là, en fait, vous avez des formules. Donc moi, j'ai pris la formule 5 guns. Tu choisis 5 guns avec lesquels tu vas tirer. Et en fait, ils ont, pour t'aider à faire ta sélection, à choisir, ils ont un mur qui est couvert de guns, donc toutes sortes de guns, pistolets, donc pompes. Ouais, j'imagine. AK-47, là le truc, le M16, bon tous les trucs. Bon, ils ont toutes les répliques en soft air. Mon gars, il y a même... Est-ce que tu es fan le jeu sur M64 GoldenEye? Ah, j'ai adoré, j'ai fini, je pense même, je faisais des paris d'argent là-dessus. Moi j'étais sur Grenade Launcher à Lost Temple. Guitare. Ah non, Lost Temple c'est Warcraft, c'est Starcraft, pardon. Temple tout court, voilà. Donc je suis très fan de ce jeu. Quelle est ton arme préférée dans GoldenEye? Grenade Launcher. Ok, ça c'est un peu le mode efficace. Je veux dire, en mode, quelle est l'arme que tu trouves la plus efficace? Grenade Launcher. Ok, à part le Grenade Launcher, me dis pas un truc avec Launcher à l'intérieur. Je parle. Quelle est l'arme que tu trouves la plus efficace? Je veux dire, t'es dans une mission dans GoldenEye. Quelle est l'arme la plus efficace, quoi, pour dézinguer à tout va, pour avancer le mieux dans le niveau? Et parce que, mais mec. Bien sûr, je l'ai fini. Non, mais. Grenade launcher dans le train. J'ai déclenché le mode 00 agent, juste pour que les gens. Grenade launcher dans le train, tu te fais exploser. Non, mais que les gens connaissent mon niveau, j'ai joué en mode 00, je l'ai débloqué, etc. Donc voilà. Mais Grenade launcher, c'est pas pratique. Très fort. C'est pas pratique dans certains niveaux. Je pense même que. Voilà. Juste pour dire. Quelle est l'arme la plus efficace dans n'importe quel niveau? Écoute, vraiment, donc comme je l'ai dit, j'ai débloqué tous les niveaux. Le seul truc que j'ai pas eu, c'est l'invincibilité. J'avais l'invisibilité, j'avais tout ça.
évidemment moins de 007. Donc, on me pose une question pour que je réponde. Est-ce que tu sais d'ailleurs la réponse que tu Non, veux que je tu sais me pas, donnes? non, Est-ce que tu sais la réponse parce que que moi, j'ai en tête, je vous réponds d'un point de vue efficacité, à quel point je gagnais sur des contests. Alright, C'est-à-dire mais quand je Grenade me battais Launcher, contre des C'est collègues. bien dans Temple. Et ouais, je me battais qu'avec ça, moi. Oui, mais, Voilà. mais Grenade Launcher, c'était dans Et Facility. après, je m'adaptais, évidemment. Évidemment, moi j'étais au Golden Gun à l'époque, mais. Golden Gun, pas très rapide. Non, Golden mais Gun, faut pas sympathique louper, parce que faut voilà, pas- c'est oui, oui. voilà, Non, mais mais lui ça, non c'est des plus. défis. Mais l'adversaire non plus, hein, t'inquiète pas. Mais Mais non. tu veux une bonne cadence, tu prends quoi comme arme dans GoldenEye? Franchement, voilà, je vous dis. Bon, t'as pas. Ok, bon. Moi, J'étais très Grenade Launcher, moi. Écoute, J'étais vraiment, voilà, je moi- te dégomme, moi. mon arme préférée dans GoldenEye, c'est le RCP 90. Une arme étrangère, ça d'ailleurs. Hein, Mais je sais pas. Mais attends, mais. Une arme russe, je crois. mais écoute, je sais Ou pas. j'ai une bêtise. Hein. Et ben, donc le Ah, moi, endroit où je suis allé à Miami, putain, alors attends, faudrait que je vous donne le nom quand même au moins, je sais pas, Lock and Load ça s'appelle. Lock and Load à Miami. Il porte bien son nom. Hein, TripAdvisor, Lock and Load. super commentaire. Lock and Load. Et ben tu as la possibilité à Lock and Load à Miami de tirer avec le RCP 90. Et je peux te dire Ah, que je vois. Et je peux te dire, Guitare, que je me suis pas gêné pour choisir le RCP 90. Ah, mais je vois. T'as toutes les armes. C'est un Je truc de vois. malade. Sauf, voilà, t'as pas le Rocket Launcher et t'as pas le Grenade Launcher. Je vois. Après, tu connais mon côté très français. Moi, je suis un mec, un fils du duel, un fils de celui qui va à l'épée se faire trancher. Voilà, moi, j'aime bien l'égalité. J'aime bien qu'on se batte vraiment. J'aime bien, voilà, qu'il y ait des gens autour qui nous regardent, qui soient témoins de ce qu'on fait. J'aime pas tellement quand ça tire vite et voilà. Moi, j'ai toujours été malheureusement fan des Indiens plutôt que des cowboys. Ouais. Bon, donc, alors, premier gun, j'ai choisi le Beretta, arme italienne. C'est bien. Et ben écoute, je vais te dire, c'est l'arme que j'ai trouvé la plus difficile à... Donc, j'ai pris un peu de tout, hein. Tu vois, j'ai pris de la mitraillette légère, j'ai pris de la mitraillette de Rambo. L'arme que j'ai trouvé la plus balèze à manipuler, c'est le Beretta. Parce que le truc, mais quand tu tires, mais t'as un recul de malade. En fait, le gun il saute, tu vois. Le gun, limite, tu vois, solide, si tu tiens pas fermement, tu le prends dans la gueule. Ouais, c'est mieux, ça fait une sélection comme ça. C'est en fait, pour être le plus précis, c'est l'arme, pour viser juste, c'est l'arme la plus dure. En fait, les guns, c'est le plus difficile. Et donc, alors j'ai pris un truc, donc j'ai pris le RCP 90. J'ai pris, tranquille, j'ai pris un gun qui m'avait bien marqué dans Die Hard, la piège de cristal, une mitraillette légère, tu vois, genre un automatique allemand, un peu comme le AK-47. Que tu tiens une main sans recul. Non, pas. ça c'est le Scorpion, ça. Donc ça au passage, c'est de la connerie, hein, mais genre le Beretta. Mais jamais, tu vois, je me serais amusé, tu vois, à tirer à une main, tu vois, le truc, mais je peux te dire que je m'agrippais. C'est là où les films, les mecs, ils tordent leurs mains carrément à 180 degrés, c'est extraordinaire. Enfin, 90, pardon. Le plus dingue, dans les films, quand tu vois les mecs, tu vois tirer, ils ont deux mitraillettes. Ils se prennent le flingue dans le nez, quoi. Ils tirent vraiment. Et genre, une mitraillette, mais obligé que tu la tiens avec tes deux mains, tu sais pas une dans chaque main, enfin, genre, c'est impossible de viser, quoi, le truc. Donc j'ai fait ça, alors, et une extraordinaire. Est-ce que tu connais le Glock 18 ? Ah, je connais le 17. Je connais pas le 18. Glock 18, en fait, c'est un Glock 17 et ils en ont fait une mitraillette. Ah oui, donc ils font du tir en rafale, quoi, tout simplement. C'est ça, parce qu'en fait, si le Glock 17, si en fait il le faisait tirer en mode mitraillette, tu vois, genre t'appuies, il y a tout le chargeur qui se vide, c'est impraticable. Le truc, enfin, tu vois, ça saute, tu serais pas du précis. Donc en fait, ils l'ont incrusté dans tu vois, un truc, toute une armature. Tu vois, tu dois avoir. Ouais, c'est un très bon enchaînement. Merci YouTube, une fois de plus. Dailymotion, pardon. Et donc ils l'ont mis dans toute une armature, donc tu vois, pour le rendre beaucoup plus stable. Et ça, mais c'est un kiff. Donc c'est le Glock 18. C'est un Glock 17 dans une armature pour en faire une mitraillette. Et le petit cadeau, vu que j'ai fait ça le jour de mon anniversaire, il t'amène. Une super mitraillette. Mais une super mitraillette, tu vois, qui se pose, tu vois, avec un trépied.
apparemment, je crois que c'est l'arme de Rambo. Et j'avais, donc tu vois, c'est des cartouches, c'est des cartouches longues, parce que jusqu'à maintenant c'était plutôt j'avais des cartouches assez courtes, tu vois, pas trop de poudre. Là c'est des cartouches longues. Et ben écoute, figure-toi que c'est le truc finalement le plus stable, le plus stable, le plus précis. Ah. Le mec il a même reculé la cible. Voilà. Donc non mais c'est vrai, c'est un truc. Après si on considère, je recommande de faire ça. Tout de même considérer l'Amérique vis-à-vis du deuxième amendement, hein, c'est le deuxième. Le fait que toute personne ait droit au port d'armes. Il y a quand même, au contraire de ce que Omar Sy veut bien nous vendre, il y a quand même non mais c'est vrai, il nous fait bien marrer, il est très drôle, il est très très comique, mais il y a quand même un noir mort par balle, tué par des flics tous les week-ends aux États-Unis, et c'est ça qu'on nous vend comme modèle d'intégration quand même. Hein, donc faut faire attention. Et je dis juste qu'en France, voilà, en tout cas, il n'y a pas un noir qui meurt dans la rue tous les week-ends, quoi. Voilà, c'est juste ce que j'ai à dire, et que je pense que là-dessus, je vais être très patriote, mais le génie français justement est là-dessus. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas le tout à fait. Que ce soit uniquement pour les policiers. Exactement, et qu'au-delà de ça, chez nous qui avons évidemment vis-à-vis de notre passé beaucoup de gens qui viennent de partout dans le monde. On les accueille pas au pistolet, hein, pas comme aux États-Unis où après avoir massacré tous les Indiens, dans le deuxième amendement, on a inscrit, c'est pas dans tous les États bien sûr, mais à l'origine ça l'était, et qu'on a inscrit le fait de tirer sur les gens dès qu'ils vous gênent. Hein. Évidemment, en plus quand on n'est pas chez soi, c'est une mesure d'autant plus nécessaire. Hein. Je pense qu'il est beaucoup plus sain de se retrouver au XVIIe siècle où on s'agressait, et même si aujourd'hui c'est considéré comme quelque chose de très mauvais, je le comprends tout à fait, de se faire un duel, hein, c'est-à-dire armes égales, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sonne... Tu parles à l'épée, à l'épée, comme les duellistes de Ridley Scott par exemple, qui mettent très bien... C'est très intéressant parce que les moments les plus transcendants de notre civilisation française, c'est un Américain qui nous les décrit. Hein. C'est-à-dire que nous, Français, on a tellement honte de nous-mêmes qu'on n'est même pas capable de nous décrire. C'est un moment où on est d'une infinie chevalerie. Et vraiment, c'est assez formidable. Enfin, en tout cas, c'est... Surtout, mais un gun, c'est l'arme du faible, parce que n'importe qui, avec un gun, peut tuer un mec de super fort. Je suis pas champion d'Ultimate Fighting. Prenons Jérôme Le Banner, voilà. Pour rebondir sur Vin Diesel un peu plus tard. Voilà. Écoute, je vais aller encore plus loin, et puis je vais prendre un article de Bruce Lee, si ça te dérange pas. Excusez-moi. Je vous le dis, je voulais parler de Bruce Lee, je savais pas comment en parler. Bon voilà, j'en parle comme ça, et je vais juste... donc vous savez comment Bruce Lee est mort, hein, soi-disant... Donc c'était une arme à feu qui devait être chargée à blanc. Voilà, c'est un truc comme ça. Et comme par hasard, en fait, l'arme chargée à blanc... Son fils est mort de exactement. La même façon. Et donc bon, on peut s'imaginer... En fait, juste pour le fils, là j'ai appris comment il était mort. En fait, c'était bien une cartouche à blanc, mais il restait un projectile à l'intérieur, voilà. Et donc la cartouche à blanc a projeté la 7e balle, et il en est mort. Voilà. Donc bon, c'est marrant, ça se passe 2 fois d'affilée avec des gens qui prônent une façon de vivre qui est assez différente de celle qu'on nous propose actuellement, c'est-à-dire celle à un retour aux sources du corps, de la terre. En fait, ce qui est exactement très français, hein, puisque la France n'a jamais été aussi glorieuse que quand on vendait notre façon de vivre, c'est-à-dire être terrien, c'est-à-dire un peu transcender notre propre terre et la transformer en quelque chose au-delà de vivable, de quelque chose d'agréable et puis de philosophique presque, hein, voilà, comme tous nos grands écrivains ont écrit. Où nos grands peintres ont décrit un type qui voulait un peu unir toutes les ethnies, tous les pays, toutes les religions, etc. Et comme à chaque fois dans ce genre de cas... rapprocher la Chine et les États-Unis. Rapprocher la Chine et les États-Unis, exactement. Mais c'était extraordinaire, ce mec qui parlait et chinois et anglais. Tu as été meilleur que moi là-dessus, et capable de, je vais employer ce mot, mais transcender les relations sino-américaines. Et donc vraiment un type... Enfin, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose, d'ailleurs si aujourd'hui on en parle encore, c'est qu'il était assez énorme. Mais avant d'être énorme et de passer un message, il y avait les fondamentaux, et donc moi je reviens aux fondamentaux. Alors, donc c'est un article dans SoFilm. Voilà, SoFilm, qui sont aussi à l'origine de SoFoot, d'ailleurs avant SoFilm, et que j'aime bien,
Même s'ils sont très à gauche et que moi je le suis pas forcément. Mais bon, on peut s'entendre, ça prouve bien que le génie français va au-delà des... Mais la politique, ça exactement ce que j'allais dire. Putain, est-ce qu'il y a des articles qui te dérangent dans SoFilm parce que tu sens du socialisme? Oui, si. Sérieux, dans SoFoot surtout, quand on me parle... moi écoutez, j'ai même pas envie de parler de ce conflit-là, parce que là, on ira... beaucoup plus loin quand on me montre des footballeurs de Palestine ou j'ai prêté un sujet moins à confusion. Tu pourras l'enlever celui-là parce que celui-là il est très difficile. Ce sera pour les interdits. Voilà, et puis ce sera pour les prochains. On va parler par exemple de SoFoot qui fait un article sur le Bois de Boulogne et les footballeurs du Bois de Boulogne. Bon, ça me fait doucement rigoler, voilà. C'est très marrant, bon, on n'a pas trop envie de le lire, mais il faut le lire parce que après il y a des interviews intéressantes d'autres joueurs de foot bien plus brillants. Donc je vais revenir sur Bruce Lee. Alors, je prends un cours d'article et donc forcément essayer de vous mettre dans le contexte et puis au pire acheter le SoFilm qui est assez bien sur Bruce Lee. Alors Bruce, même s'il en a parfaitement conscience, ne s'embarrasse pas des convictions et se fiche de la nationalité de son public. Vous voyez, c'est là où on parle de transcendance au-delà des ethnicités, des religions, etc. Un jour, alors qu'il exerce le style de la menthe religieuse devant un petit groupe dans un amphithéâtre de l'Edison Technical School, il aperçoit une montagne de muscles au fond de la salle. Cette dernière, cou de taureau et biceps de la taille d'un solide jambonneau, ricane et lui lance... entre guillemets, hé gamin, on ne se bat pas comme des insectes ici, les arts martiaux ne sont pas une danse, c'est sérieux, et les gens se blessent parfois. 3 petits points. Vous voyez le mec très très content de lui-même et qui se croit très costaud. Il pèse 100 kilos et évidemment il a cette espèce d'arrogance qu'ont les gens qui savent se battre au-delà d'un certain point. Bruce demande à l'impétueux de s'approcher et l'invite à le frapper avec son avant-bras. Alors que l'homme s'exécute, il se trouve anéanti en moins de 1 seconde. Incapable de bouger, les mains immobilisées contre sa poitrine. « Il y a quelqu'un là-haut » demande Bruce Lee, en lui tapotant 2 fois le front pour parfaire l'humiliation. Et là, c'est le type qui répond, cette espèce de provocateur qui finalement s'est rendu compte de son insolence. Je faisais plus de 100 kilos. J'étais invaincu dans l'Air Force. Très américain tout ça. Avec 120 combats de poids lourds à mon actif. Je n'étais vraiment pas un rigolo. Raconte aujourd'hui l'étudiant en question, James 2000. James 2000. 2000 comme le réalisateur. Oui, voilà, c'est pour le fun ça. Mais bon. Il s'appelait vraiment comme ça. Et donc là, il continue. Donc James 2000. Et ce petit homme d'1m70, d'à peine 60 kg, m'a ridiculisé en quelques secondes. Normalement, on attaque le corps. Mais lui, il s'en est pris aux mains. Et c'était fini. Dès qu'il mettait ne serait-ce que le petit doigt sur vous, le combat était terminé. Il était trop rapide, trop agile. Il vous empêchait de faire quoi que ce soit. Bon voilà, on voit Bruce Lee, un type qui est allé au-delà de ses limites, et on voit surtout un gars solide, comme aujourd'hui on n'en existe plus beaucoup. En France, on a Jérôme Le Banner, je pense, mais évidemment qui a un gabarit complètement différent. Mais alors, et qui est un champion du Ultimate Fighting, qu'est-ce qu'il a? Il a des titres. Alors là, justement, je croyais qu'au début c'était un peu de la tchatch, puis après j'ai vu les combats, c'est assez exceptionnel. Vraiment, je l'ai vu. Il a gagné des trucs. C'est hallucinant. Il n'a pas forcément. Je vais vous répondre. J'ai vu purement que ses combats. J'ai même pas vu ce qu'il a gagné. Mais je pense qu'en plus qu'il a gagné beaucoup. Enfin, en tout cas assez. Mais c'est un type. Vraiment, c'est. Ça vous met des petits papillons quand vous voyez ce Français se battre. Vous vous dites bon, on n'est pas aussi fini que ça. La France n'est pas uniquement représentée par des François Hollande et compagnie, et il y a quand même des vrais durs qui sévissent encore chez nous. Proposition, donc Dailymotion, Jérôme Le Banner vs Mike Tyson. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, ici, c'est pas... 0-0. Mike Tyson jamais n'aurait osé se battre contre Le Banner. Le Banner l'aurait battu. Attends, regarde ça. Dernier combat de Le Banner. Regardons-le, c'est très intéressant. Regarde. Jérôme Le Banner vs Yoshiro Akiyama. Ah, mais Le Banner, je l'ai vu vraiment en direct. Je l'ai vu contre... je crois que c'est Bob Sapp.
Bob Soap, là, ouais, c'est ça. Où il perd, ce qui est injustifié, hein, parce qu'il mérite de gagner 10 fois. Oh, après, voilà, on reconnaît... il y a un grand pays contre un pays qui était un grand pays du temps de Gaulle, mais qui est devenu un petit pays, c'est-à-dire la France. Et le banner qui méritait, je pense, au moins le match nul, se fait battre par Bob Soap. Évidemment, sur Internet, on vous montre que les extraits où il se fait laminer, mais je vous jure que moi j'ai vu le combat. Et Jérôme est incroyable. Hein. Jérôme, c'est un monstre. Hein. Et puis, mais bon, c'est vrai que je me sens proche de ce genre de personne, même si je suis infiniment moins fort. Il aurait explosé quand même. Hein. Dans une bagarre de rue, le banner, il explose. Hein. Jérôme le banner sur YouTube. La première vidéo, c'est une vidéo où il se fait défoncer. Non, mais ce qui est important, c'est de voir que normalement dans ce combat-là, ce qu'on voit pas avant qu'il se fasse défoncer, c'est que c'est lui qui le dégomme, qu'on l'arrête, et que normalement, Jérôme, il te le tue, le type. Le mec, il est mort. Hein. Après, évidemment, et d'ailleurs, également, on prend pas de l'EPO chez dans le SoFilm, il y avait un petit commentaire de Jérôme Le Banner sur Vin Diesel. Ah oui, c'est intéressant. Je veux bien que tu baisses le son, en revanche, là-dessus. Je veux bien que tu baisses le son de l'extérieur, là. J'ai envie d'être sérieux. Et tiens, tu sais quoi, t'as pas un petit Apocalypse Now, là, This is the End, là, ou je sais pas quoi, là, dedans. Mets-nous ça, tranquillement. Francis Ford Coppola, un type qui a essayé de se battre contre le système hollywoodien des producteurs, mais il était un peu trop italien, donc on l'a pas trop écouté. Je laisse le son et je vais parler en même temps. Écoutez et imaginez-vous le général Bijard, un des plus grands généraux français du temps de l'Indochine, largement avant les Américains, et vous savez que il y a une bascule qui s'est faite en notre défaveur parce que les Américains et les Russes étaient contre nous. Mais il y a une alliance franco-indo-chinoise qui était à un niveau vraiment, on aurait pu créer le premier peuple eurasien dans l'histoire de l'humanité. Donc je vous laisse, puis après je vais rebondir sur Bijard. Et c'était juste avant, après que tout le monde s'évade, et que sur les 11 000 prisonniers français, il y en a 8 000 qui soient morts. Ce que Bijard reproche un peu aux Indochinois, alors qu'il adore ce peuple et qu'il le trouve exceptionnel. Mais quand même, sur 11 000 prisonniers, 8 000 sont morts, évidemment, sans aucune trace. Je pense que la musique traduira mieux ma pensée que mes mots. Et je n'ai pas assez de vocabulaire, je n'ai pas assez de nuances pour parler de ça. Je vais laisser les Doors répondre à ma place. J'aime même fou abandonné, complètement par toutes les élites et par le peuple français qui était bien content d'être très loin de ce conflit. Ok, bon alors attends, on va passer à un sujet un peu plus léger. Bon alors, je voudrais guitare te dire un grand merci parce que tu m'as conseillé de voir un film de taré. Avec plaisir. Tu m'as conseillé de voir un film, je crois que c'est un film des années 80. Ah, on va regarder l'affiche sur Allociné. Tu m'as conseillé de voir un film de taré, j'ai trop kiffé. Et ce film s'appelle Baxter. Bon. Ah, c'est énorme. Voilà, bon. C'est une claque. Alors, c'est une claque. On se pose la question, qu'est-ce qu'un film culte ? C'est pas forcément un film très, très connu en fait, un film culte. Pour moi, c'est un film culte. Ah, c'est là où on n'était pas d'accord d'ailleurs et que tu m'as. C'est pas forcément un film, convaincu. Pour moi, Baxter, c'est un film culte, mais après, il y a beaucoup de gens qui le connaissent pas. Voilà, Platoon, là. Platoon. Ça, c'est également une musique culte. Toujours au Vietnam, mais là au Vietnam, on n'est plus en Indochine, on est vraiment au Vietnam. Alors, bon, moi je continue à aller, je sais pas toi, je sais pas les auditeurs, moi je continue à aller sur Allociné. Allons-y, à ton mieux, je suis pas sûr. Pour avoir la fiche des films, il y en a qui vont également, tu sais, il y a IMDb. Ah, les Américains, bien sûr. Bon, alors attends, donc Baxter, Baxter. Ah, mais rien que l'affiche. Et mes auditeurs, regardez juste l'affiche. Je vous en supplie, je vous demande que ça, juste l'affiche. Non mais moi franchement, si j'ai un seul conseil à donner dans ce podcast, c'est pas le tir à Miami, Lock and Load, non, c'est regarder le film Baxter. Alors, donc Baxter, on se demandait donc, je savais plus si c'était les années 80 ou les années 90, c'est 1989. Donc 1h22 de Jérôme Boivin
les acteurs, je vais pas les dire, ils sont inconnus. Genre. Ah, mais le scénariste, Fantastique. c'est Audiard. Ah ouais. C'est ça qui est oui, important. Oui, Audiard, ouais, très bien. Donc, Monsieur Audiard, le fils donc de qui vous savez. Production Patrick Godot, Ariel Zetoun, Daniel Deschamps. Directeur de la photographie Evangelo. Et donc, c'est genre fantastique. Je crois qu'il était donc à l'époque le festival Genre film fantastique, C'était oui. à Avoriaz. Oui, mais Ça, n'abusons c'est- pas. Attention, pour ne pas tromper le futur spectateur. C'est pas un film fantastique, hein. C'est vraiment un film. Ouais, je pense que c'est parce que c'est difficile de le qualifier, mais mais c'est spécial l'ambiance. c'est pas fantastique. En tout cas, il n'y a pas des extraterrestres. Voilà, il y a justement, au contraire, je pense, un esprit de réalisme sur un chien. Donc, au contraire, je pense que le mec a essayé de faire un truc contraire à la science-fiction. Hein. Alors par contre, Voilà. là, à Allociné Zéro, il n'y a pas de bande-annonce, donc on est obligé Bon. d'aller sur YouTube là. Hein. Sur Dailymotion, ouais. Donc Baxter. Putain, pour info, le film est disponible sur Dailymotion. Voilà, vous avez le film, c'est quand même assez hallucinant. Ah, Même sympa, pas- ouais, sympa. Il n'y a même pas à le télécharger, vous risquez rien du tout, là il est en streaming sur YouTube. Dailymotion, merci. Merci. Alors attendez. Ouais, Ah c'est ouais, tout début du film. ouais. C'est le tout début du film, donc. Oui, parce que, en fait, le héros de Baxter, c'est un chien. C'est un Exactement. chien. Et c'est très intéressant, il se base sur les battements du cœur. Ouais. Pardon, il se base sur les battements du cœur. Hein, Donc vous le héros voyez. du film, c'est un chien, et tout le long, on a les pensées de ce chien. En fait, Exactement. il y a une voix off qui nous dit ce qui se passe dans la tête de ce Ah, chien. on voit la baie. Oh non, c'est très bien fait. Il est adopté par plusieurs familles, suite à un concours de circonstances. Voilà. Alors, Et c'était en sélection Avoriaz. Bien, si tu en peux repasser la 1980. bande-annonce avec le petit son que j'aime bien, et puis Donc, je le vais battement faire un du truc cœur. un peu plus long, voilà. Baxter, c'est un chien qui est adopté en tout par 3 familles, et donc du Pellicula coup Baxter qui vous Ayama. permet à travers le regard du chien de juger et de jauger un peu la société française. Ouais. Et c'est là où c'est très 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 intéressant parce que vous êtes jugé, nous sommes jugés par un regard Et je neutre, pense par un que regard c'est- animal. Alors si tu mets le film, j'aimerais bien le moment où il parle de sa première propriétaire, Donc, c'est-à-dire une personne c'est une vieille âgée. dame. Voilà, Donc, c'est une exactement. vieille dame. Donc en fait, c'est son, je crois, c'est son gendre qui lui offre Voilà, Baxter, donc qui exactement. était un chien. On ne sait pas d'ailleurs quel est son passé, qui était dans un chenil, un chien abandonné. Mais bon. une sorte de garde-fou. Le chien est un garde-fou. Hein. Et donc le film commence comme ça. Voilà. Alors, Non, j'espère qu'on va trouver l'extrait Mais adapté. le début du film, je sais pas, est un peu fantastique. Attends, quand même, on va mettre à fond. Non. Quand tu penses, le début est un peu spécial hein, quand même. C'est dans la tête du chien. Non mais si tu dois classer, c'est vrai, le film dans un genre, moi je dis franchement fantastique. Parce qu'il y a des côtés tellement surréalistes. Tu sais, quand le gosse, là, à la fin, là, le dernier personnage... Le dernier nazi, qui hein, l'adopte, là, le gosse, c'est un Mais tu type, sais, son idole, c'est Claire avec la petite, comment elle s'appelle, Eva Braun. Et alors, il trouve fantastique l'histoire d'amour. Donc, Voilà, bon, vous voyez, ça va très très voilà. loin. Hein, Donc c'est un gosse, voilà, il y a... Évidemment, on n'est un pas père- fan de ça, hein. Un peu un père donc, qui est dans un foyer où le père est un peu absent, donc Voilà. il se trouve, voilà, donc qui est... Bon bah il cherche voilà. Sa voix. Il cherche... du coup il est au... Ouais, il la trouve pas très bien, hein, mais bon. Mais j'espère vraiment que vous entendrez ça, parce que voilà, nous on ne juge Ah, pas. dialogue. Donc Jacques Audiard... Dialogue c'était et les scénario. dialogues. Et scénario. D'après le roman, des tueurs pas comme les autres. Mais quand on y pense, c'est un peu fantastique. Quand à la fin le gosse construit un bunker, mais c'est complètement surréaliste. Le mec il construit un bunker, il a des plans, tu vois. Construit. Il reconstruit le bunker d'Adolf Hitler dans une décharge. C'est Dans une complètement décharge où il a surréaliste. le matériel pour Ouais, le faire. Mais c'est vraiment. Ah, il y a Dexter, la Dexter. voix. Vous voyez La voix, le la lapsus voix. révélateur. Il y a Baxter qui parle, pardon. C'est incroyable, excusez-moi. Je l'ai pas fait exprès. Des images de ma Écoutez. Écoutez. dans n'importe quel ordre. Ça me met mal à l'aise. C'est comme à un moment il dira. Heureux quand j'étais en cage avec ceux de ma race. J'avais déjà qu'un seul désir, vivre avec les humains, les voir, les sentir, et essayer de comprendre ces choses étonnantes qu'ils font parfois. J'ai toujours pensé que j'avais beaucoup à apprendre des humains. Ah, c'est énorme. Moi je suis désolé, mais je trouve ça énorme. Et donc en fait, Baxter, Ah, c'est une claque.
Mais une pause peut-être, parce qu'il faut pas gâcher aux auditeurs. Ouais, donc Baxter, en fait, donc le film est finalement divisé en 3 parties. Il va être adopté par 3 familles. Donc au début, c'est par une vieille dame qui est seule, qui est veuve. Qui est vieille. Ouais, qui est vieille. C'est le point de vue de Baxter, ça. Hein. Voilà, qui a ses petites manies, qui a rien à faire de la journée, voilà, qui a plus besoin de travailler, elle a rien à faire. Et donc, on va pas spoiler, mais Baxter, à un moment donné, il quitte le foyer. Hein. Il va vers une famille en fraîche, hein, comme vous voyez, vous imaginez, avec une femme assez jolie, jeune, et qui tardera pas à avoir un enfant. Le jeune couple... moderne, hein, comme aujourd'hui, voilà, avec une femme jolie et qui sent bon, et Baxter, il ressent profondément cette odeur agréable. Mais on va quand même aller voir je vais aller sur la fiche IMDb. Pour toi, ça a été tourné en France. Moi, j'avais l'impression à un moment donné que c'était en Belgique. C'est tellement. Non, je dirais que c'est Jacques Audiard, je pense pas. C'est tellement un univers Moi, j'étais tellement, tu vois, déboussolé pendant le film. C'est de la banlieue française, hein. Ah ouais, toi, tu penses bien sûr. Hein. Attends, je vais mettre Baxter parce que ce qui est pas mal avec IMDb, c'est qu'ils mettent les Américains. Bravo l'Amérique, hein. Location. Putain. Ouais, bon, ça c'est. Mais on est cons, franchement, les Français. C'est quand même hallucinant. L'affiche Baxter sur un site américain est beaucoup plus détaillée. Mais moi, ça me dépasse. Je comprends pas. Le casting est bien plus détaillé sur IMDb que sur Allociné. C'est terrible. C'est terrible, comme tu dis. Il y a beaucoup plus d'informations. Regarde, il y a la musique qui ajoute à la tragédie de notre... ce serait pas mal de mettre la musique. Non mais tu vois, c'est très tragique là ce qui se passe pour la France, c'est vrai. Oui, la musique. En fait, moi je pense que ce qui manque, tu vois, en France aujourd'hui, c'est d'avoir des rêves, des objectifs, tu vois, sur 10 ans. Et attends, mais après il y a un sujet sur l'Afrique, t'inquiète pas, je vais rebondir et puis on va offrir des rêves un peu à tout le monde. Hein. Baxter qui est un film chamé donc en langue française. Incroyable. Bon, il n'y a aucun site là aujourd'hui qui dit... Ouais, personne ne le connaît, et il n'y a aucun site qui dit où est-ce que ça a été tourné. Mais putain, Allociné, rendez votre site collaboratif que n'importe qui, putain... mais ils sont plus dans le collabo que le collaboratif. N'importe qui puisse renseigner, mais... Il y a des milliers de Français qui savent où Baxter il a été tourné, dans quel bled, dans quelle baraque. Mettez l'adresse de la baraque où ça a été tourné. Vous transformez Allociné en site collaboratif. Et voilà, les gens ils iront sur Allociné. Ce serait un peu chiant de faire des films intelligents en France quand même. Vaut mieux qu'on reste con et faire Bienvenue chez les Ch'tis, quoi. C'est tellement plus intéressant. Alors, Bon, allez, on change de sujet. On va auquel là. Et mets une petite musique un peu plus sympathique parce que là on va se suicider. Alors j'ai une idée, c'est clair, c'est déprimant. Alors j'ai une idée, une musique qui est sympa dans Platoon, c'est. Je sais, ouais. Ouais, je la connais. Look at me now. Voilà. J'ai une anecdote. Mais là, j'ai une anecdote. J'ai une très bonne anecdote. Enfin, une anecdote, qui est pas très bonne, mais qui est une anecdote, quoi. The track of my... C'est ça. Voilà. Ouais. Alors moi, je peux avoir 2 petites minutes, là. Ouais. Écoute, alors ça... Écoutez, aujourd'hui, j'ai un peu plus de 30 ans. Ma première écoute de cette musique, j'en ai moins de 20. Je découvre le film que j'adore, je suis très très fan. Puis surtout à l'époque, j'étais beaucoup moins informé idéologiquement. Mais j'adore et je trouve ça fantastique. Et puis évidemment, moi je viens de province. Et donc je suis à Paris, mon père est décédé, donc forcément ma mère est souvent à l'extérieur et donc je suis souvent seul, avec des copains évidemment. Et alors là, cette musique, un moment, je dois avoir 21-22 ans, et on sort, je sais plus d'où on revient, de quelconque soirée, qui finalement sont toujours les mêmes, on essaie de niquer, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas, et quand on n'y arrive pas, on rentre tous ensemble, on est tous bourrés, donc tous très chauds. Évidemment, chez nous, on est très hétéro. Non, bon. Pardonnez-moi, mais c'est juste pour bien situer dans le contexte, parce que aujourd'hui, dans la société actuelle, comme c'est rare, les gens très hétéros, nous étions très hétéros.
Et donc, on arrive à la maison. Putain, on se fait chier, imaginez le truc, on sort, on essaie de niquer et on rentre avec le vent, hein. C'est-à-dire avec notre table à gauche, voilà, notre table à gauche et tu la tiens de ta main gauche, hein, c'est-à-dire le geste des plus faibles, hein, parce que c'est toujours à gauche, hein, l'affaibli. Je le dis d'un point de vue historique, à chaque fois qu'on va à gauche, c'est toujours mauvais, mais bon, après... Ouais, être gauche, quand tu dis... Voilà, être gauche, hein, bon, après, voilà, ça, je ne prends pas de jugement là-dessus. Et alors là, je me souviendrai toute ma vie, mais toute ma vie, hein. On met cette musique et je me rappelle très très bien, en fait, cette musique de Platoon, c'est un moment où ils sont dans une espèce de tente, un peu aménagée, assez large, plus large que le reste du camp américain. Et en fait, il y a un peu tout le monde, dont Willem Dafoe, Forest Whitaker et Johnny Depp d'ailleurs, qui était dans un de ses premiers rôles. Pas que du tabac dans voilà, il fume que des gros ouanges, enfin des trucs de l'époque d'ailleurs, qui doivent peut-être être de l'opium, hein, pas forcément de la marijuana, opium au demeurant. Bah, c'est drogue, ça, hein, puis drogue utilisée par une fois l'Amérique de Robert De Niro, enfin où il y a Robert De Niro qui joue, enfin je pense que c'est une drogue assez intéressante. J'ai toujours pas vu l'été d'une fois en Amérique. Bah là t'as raté beaucoup de choses, ouais. Mais bon, tu le rattraperas, et puis ce qui est sympa c'est que le week-end prochain tu vas passer un week-end de dingue parce que tu vas regarder ce film, donc t'as vraiment beaucoup de chance par rapport à nous auditeurs et moi-même qui avons déjà vu ce film et qui malheureusement ne pourront jamais retrouver la sensation de la première fois, hein. Ça s'applique à tout. Et donc oui, pour revenir à Platoon, donc on voit ce moment, ils sont tous dans la tente et qu'ils se serrent tous les épaules, hein, comme on pourrait dire. Je crois qu'il y a l'extrait là en fait. Hein. Et que bah exactement, c'est ça, c'est magnifique. Je le dis pour nos éditeurs, Platoon, The Tracks of My Tears, et vous avez la scène avec Forest Whitaker qui démarre. Et là, je peux vous dire qu'on était une dizaine de potes, qu'on s'est pris par les épaules. Mais on se tient tous par les épaules et on se dit putain, on est quand même pas mal, hein. Et voilà, et on profite. Putain, là je vois Charlie Sheen là, qui tripe à fond et qui est justement un type comme vous, auditeurs, qui n'osez pas vraiment venir, mais qu'on arrive à attirer parce que c'est tellement plus sympa de danser entre nous et de rigoler et surtout de partager un peu les mêmes convictions et les mêmes valeurs. Et voilà, bah écoutez, je vous conseille la scène de Platoon, The Tracks of My Tears, qui est assez énorme. Et de voir le film en entier, c'est encore mieux. Et voilà, c'est assez assez copain, quoi. Et si on enchaînait sur le coup de gueule de la semaine? Coup de gueule de la semaine. Bah tiens, on va mettre l'Empire Obscur de Hayam. C'est pas l'Empire Obscur, le côté obscur. Tu mets ça, on va mettre les vélos. Moi, ça ressemblera un peu. En plus, je la connais un peu par cœur. Voilà, le côté obscur d'Ayam, c'est très bien. Côté obscur. Que je pourrais critiquer aussi, et d'ailleurs aussi mettre en valeur, hein, parce que c'est un peu facile. Le côté obscur de la foule. De toujours être contre. Il était énorme cet album d'ailleurs. C'est un des meilleurs albums qu'il y ait jamais eu. Ouais. Petit frère. C'est un album extraordinaire. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, mettre Gims et Hayam, bon, ça fait. Mais ça faudrait qu'on en parle une fois, mais la qualité du rap français aujourd'hui, mais c'est pathétique. Ah, c'est quoi. pathétique. Mais déjà, il faudrait qu'il parle français. Mais ça ne veut rien dire. Rien. C'est hallucinant, c'est du néant, des genoux, mais c'est même pas des genoux. Non, même pas. C'est de la merde. C'est incroyable. Bon voilà, hein, je vais être très franc, c'est pas une histoire qui met en valeur. On est samedi soir et je dois aller à un barbecue sur le Champ de Mars. Vous voyez, à l'époque où le Champ de Mars n'était pas fréquenté que par des racailles. J'aime bien les racailles, hein, moi j'ai joué au foot avec eux, au contraire de tous les gens qui les critiquent. Mais bon, bref. Avec ma viscérale... Ah oui, mais pardon. Avec ma peur viscérale pour qu'il n'y ait pas d'alcool, je me vide une bouteille de Label. Label, prenez celui que vous voulez. Non mais, en regardant une émission à la con sur les 100 plus grandes gaffes à la télévision, à 23h. Vous savez, c'est le genre de programme qui vous boycotte le cerveau. Et vous arrivez à regarder quelques pubs jusqu'au moment où vous vous rendez compte que vous regardez de la merde. Mais bon, voilà. Donc on apprend, on a tous été cons. Je suis en retard, 23h15, mon téléphone sonne. Mon cousin. Donc mon cousin m'appelle, mon cousin, pour vous décrire un peu, c'est le beau gosse parisien qui a toutes ses entrées. Et voilà, qui est le prototype, le stéréotype du parisien. Hein, c'est-à-dire de celui qui chope des gonzesses
Donc mon cousin me dit, ramène-toi au Kong. Donc Kong, un établissement parisien où il y a beaucoup de gens, dont évidemment à Paris beaucoup de tapins. Et il me dit, ramène-toi au Kong, ça va être la folie. En même temps, j'ai fait un pléonasme sur beaucoup de tapins, parce qu'évidemment à Paris, il y a tout le temps des tapins. Je crois qu'il y a un épisode de Sex and the City qui a été tourné au Kong. Ah, bah bon, mais bon, Ouais, Sex and the City, c'est les tapins des tapins. C'est-à-dire vraiment, alors là, c'est la plus bassesse de la médiocrité du monde ambiant. Mais bon, bref, passons. Alors, je vous remets dans le contexte. Je suis tellement bourré que j'oublie tout. Et je fonce au Kong. Donc Kong, l'établissement en question. Minuit 30, je suis devant le Kong, avec tous les gens qui font la queue et qui se font chier, parce que l'histoire de ce monde aussi, oui, j'ai oublié ce petit, c'est que on est des gens, comme on réfléchit pas beaucoup, on peut nous faire attendre, puisque finalement on n'a pas trop de cerveau, on est content, donc voilà. Donc, le principe de ce monde, c'est faire la queue. Oui. Quand on fait la queue, c'est que c'est génial. Mais tu sais que par exemple, en Chine, les gens adorent faire la queue. Parce que faire la queue, ça veut dire aller à quelque chose de populaire et que les gens aiment bien, quoi. Donc, Napoléon a dit, quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Comme quoi, il a pas dit que des trucs intelligents. Bon, alors passons. Voilà. Bon, les Chinois, c'est malheureux s'ils deviennent vraiment comme les Américains. Je vous dis. Et alors, où est-ce que tu fais le plus de la queue? À Euro Disney. Ah ouais, oui. Où c'est pour faire un manège, c'est 2 heures. Mais c'est vraiment, faut être fou. Ce qui est hyper intéressant, c'est que le truc, ils l'ont appelé Euro Disney. Il y a rien d'européen, mais on l'a appelé Euro Disney. Bon, voilà. C'est les États-Unis d'Europe. Voilà. Alors, je continue. Alors, je suis tellement bourré que j'oublie. Ah oui, je fonce au Kong. Pardon. Minuit 30. Je suis devant le Kong. Donc. J'ai quand même mon portable. J'appelle mon cousin. Je sais que j'ai le regard niais. Vous imaginez ce regard quand vous avez 20 ans et que vous êtes trop bourré. J'atterris au bar. Mon cousin me tend un verre et me dit de patienter. On va avoir une table. Putain, alors là, c'est le moment où j'ai un peu la trique, et je pète beaucoup plus haut que mon cul. Il est avec sa copine et un groupe de potes. Je sais qu'il y a moyen de marquer des buts. Oui, parce qu'à l'époque, je me considérais toujours comme un buteur. Pour moi, tout était une question de pichichi, c'est-à-dire le meilleur buteur de la Liga. Mettre des buts, toujours des buts. J'étais très macho, j'étais pas très intelligent. Mais bon, moi, j'étais humain. Petite tapette, mais des grosses tapettes. Petite tapette. Salut les crados. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de prendre 2 ou 3 petites précautions. D'abord, vous allez fermer tous les volets de la maison. C'est de la merde. C'est de la merde, et après je vais réagir par rapport à ça. Au micro-ondes, on n'est jamais trop prudent. À la limite, réagis sur la vidéo de... Ok, maintenant que c'est bon, parce que c'est de la merde. On n'écoute plus, on va pouvoir parler de choses sérieuses, à savoir les 8 plus grandes théories. Juste et un truc qu'il faut préciser. Les Illuminati. 700 les Illuminati, c'est un peu comme les acariens. Ils sont partout, on les voit pas trop et on les voit pas, donc on s'en fout. Et aussi, on est allergique au caca d'acariens, pas aux acariens eux-mêmes. Mais ça n'a pas grand-chose à voir. Les Illuminati, donc, formeraient un gros fourre-tout de groupes secrets intéressés par 3 choses. Cette chaîne possède 900 000 abonnés. Et le pâté en croûte. D'ailleurs, il se pourrait très bien qu'ils soient impliqués dans tous les autres complots dont je vais vous parler maintenant. Numéro 2, les francs-maçons. C'est une bonne audience sur la télé, c'est ça. Je vais les détruire. Je vais les détruire. Bref, on sait pas trop ce qu'il faut, mais ça fait un peu peur. Tout le monde se dit que les gars tirent les ficelles de la politique et des médias, et que sans eux, on aurait toujours Claire Chazal au JT. Mais si ça se trouve, c'est juste une bande de mecs qui collectionnent des truelles et qui parlent de ciment. Et puis là, pour le coup, ça fait tout de suite moins peur. Numéro 3, les reptiliens. Je vais pas vous mentir, les reptiliens, c'est mon petit complot préféré. Pour faire court, le monde serait dirigé par une race alien qui peut changer de forme à volonté et qui bouffe des humains pour survivre. Vous allez nous dire que tout ça, c'est des grosses conneries et puis qu'on les aura grillés, les hasards. Et c'est pour ça que je vous ai préparé quelques diapos. Ah ouais, non, merde, ça c'est une photo de la bolle. L'assassinat est mort suspect. Trop drôle. Remettre en cause la version officielle d'un truc, c'est le hobby le plus pratiqué par l'internaute, juste après regarder du porno et mettre des commentaires gentils sur les vidéos de Topito pour dire que vous m'aimez. Alors quand il s'agit de réécrire la mort d'un people, autant vous dire que ça se lâche. Kennedy aurait été buté directement. Bon, ça enregistre là? On écourte. Ouais, parce que là, faut écourter, parce que c'est tellement bête ce qu'ils disent. Donc voici ma réaction face à cette vidéo. Pseudo, anti-complotiste, d'où ça sort cette merde. Fils de pute. C'est fou qu'autant de personnes aient aimé cette vidéo. Une vue sur 10. Ni sérieux ni drôle,
c'est un fourre-tout bâclé qui donne mal à la tête. Cette vidéo est un bon exemple de forme primant sur le fond. Les auteurs ont préféré investir du temps dans l'infographie plutôt que dans la recherche. Musique rythmée, enchaînement d'images et animations à foison cachent un manque d'information et une absence de point de vue. Les francs-maçons ne sont pas une théorie du complot. Ce groupe est bien réel et fait régulièrement l'objet d'articles dans les journaux nationaux. Xavier Bertrand a notamment affirmé son appartenance au Grand Orient de France. Ça me fait plaisir, non, ça me fait vraiment plaisir parce que moi, écoutez ça, enfin voilà, vous allez voir à quel point nous on peut dire la vérité. Le nouvel ordre mondial est également bien réel. Nicolas Sarkozy l'a mentionné dans un de ses discours. En revanche, l'Apocalypse est un épisode de la Bible. Les théories du complot suivantes auraient dû figurer dans ce top. Les chemtrails, ou le contrôle scientifique du climat. Les juifs qui dirigeraient le monde. L'effondrement du World Trade Center qui serait de la démolition contrôlée. Je vais rebondir sur le World Trade Center. Énorme débat là. Moi, juste, j'ai envie de dire un truc sur le... Moi, il y a un truc qui me dérange. Dis-le. Est-ce que t'as vu le film Loose Change, les... Non, t'as pas vu ça? À quoi? Donc c'est un documentaire qui dit que l'effondrement des tours jumelles à New York était de la démolition contrôlée. Voilà. Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'aujourd'hui, en fait, donc les théories alternatives, les théories parallèles sont plus crédibles que la thèse officielle, tu vois. C'est ça qui est très grave. Et moi, j'ai envie de dire, mais le gouvernement américain, mais faites un documentaire qui montre, tu vois, là, qui justifie votre version, tu vois, qui justifie Exactement. la version officielle. Mais là, aujourd'hui, les théories alternatives sont bien plus crédibles que, voilà, la version officielle. C'est énorme. Je sais pas s'il y aura des sketchs de la veille. Mais alors, Palma Show, bravo. C'est surpuissant. C'est très très drôle. Voilà, je ne pourrais rien... Enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise vis-à-vis des gens qui m'ont fait marrer pendant 2 heures? Rien du tout. Donc voilà, Palma Show énorme. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Hein. Moi, Gad Elmaleh, savoir si ma brosse à dents m'a piqué les dents ou pas, ça me fait pas trop marrer. Perso. Kev Adams, savoir si j'ai des poils à la bite ou pas. Bon, ben, oui, j'en ai. Vu Aladdin. Donc voilà. Aladdin. J'ai vu Aladdin. La médiocrité absolue. Dire que c'est ça les films qui marchent le mieux en France, j'ai envie de dire. Ça fait 4 millions d'entrées. Hey. Allez-y à fond, c'est extraordinaire. Et puis, si jamais à un moment vous vous rendez plus compte de ce qui est votre réalité, c'est peut-être que vous êtes allé trop loin, mais en tout cas vous êtes allé dans quelque chose qui est palpable et qui est agréable et surprenant et qui vous changera de cette bêtise quotidienne qui est d'être regardé à la télé en France le 19. Voilà, hein, j'aime bien Hanouna, mais bon, regarder Hanouna, c'est quand même atteindre l'apogée de sa non-vie. Hein. Et j'adore Hanouna, hein, donc je le dis pas du tout comme ça. Hein. Juste, ouais, par rapport à Hanouna, en effet, donc moi, au début, je détestais, je me suis mis à regarder un peu Hanouna. C'est très bien fait. Le gars, il pourrait faire du one-man show, quoi, du stand-up, voilà, le gars il est super doué. Non, c'est bien pire que ça, parce qu'Hanouna a essayé de faire du one-man show, a essayé de faire du stand-up, mais il n'avait pas le niveau. Ah d'accord. Et ce qu'on voit, c'est qu'à la télé, quand on n'a pas le niveau pour faire du one-man show, du stand-up, eh ben on est récupéré, on marche très bien. Non, ça prouve à quel point... Je trouve qu'en termes de... Moi, de ce que je trouvais, c'est en termes de qualité, le mieux, franchement, à la télé, c'est Hanouna, quoi, parce que, voilà, en termes de rythme, de... Ah, je suis d'accord. Voilà. Il est bon le mec, franchement il pourrait être tout seul en scène, bon, il bosse vachement, c'est creux quoi, je veux dire, tu quittes l'émission, t'as rien à la tête. C'est l'horreur, Hanouna, en fait c'est vide, il se passe rien. Hanouna, tu crois qu'il se passe des trucs, mais dans cette émission il se passe rien, t'as l'impression que, tu sais, ils sont tout le temps à dire, il va se passer des tas de trucs incroyables et tout, mais en fait il se passe rien. Tu quittes l'émission,
Tiens, en parce fait, que c'est avec la tête vide. Ah, puis surtout, ce qui est très intéressant, Tu perds c'est rien de l'émission. il a fait venir des gens, les gens n'ont pas dit un mot. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit un mot. Hein. Incroyable. Vous Des prenez, invités, moi, des types que j'aime bien, genre les mecs de Orelsan là, et Grinch, Castor Flowers. C'est énorme, Mais attends, on est d'accord, Javier Bardem, il est homosexuel, non? Il n'y a pas un truc... Dans le film. Ouais. Oui, dans le film, parce Dans le que film, voilà. c'est un espagnol, hein, comme moi, hein, donc on n'est pas... Voilà. Mais il n'y a pas une histoire, une histoire d'amour entre James Bond et Javier Bardem. Non, mais moi, ce que je trouve terrible aujourd'hui, c'est de casser... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une dynamique de casser, tu vois, tous les... Tout à fait, je sais ce que tu vas dire. Hétérosexuels. Mais franchement... Mais on est des hétéros, on est des merdes, on est des fils de pute. Mais il n'y a pas une histoire, mais là, donc, je sais plus comment il s'appelle, là, Solas... Tu nous laisses le fait d'être des fils de pute, s'il te plaît? Mais il n'y a pas une Tu nous histoire... accordes le fait d'être des fils de pute, s'il te plaît? Mais moi, il me semble non, nous ne sommes pas gays, nous sommes des fils de pute. Nous acceptons d'être des fils de pute. Ah, je sais plus comment il s'appelle, ou Javier Bardem, il insinue pas qu'il a eu une histoire avec James Bond, un truc comme ça, tu vois. Ah, mais bon, le plus important là-dessus, bon voilà, évidemment, faut qu'on soit tous des tafioles, hein, et puis comme me disait un grand directeur des magasins de coiffure hein, à Paris, je ne citerai pas le nom Begin, et un jour il m'a vu, j'avais beaucoup de dossiers, je portais plein de dossiers, hein, voilà, je revenais d'une entrevue, j'avais plein de dossiers, je les portais. Ouais, évidemment, je soulève mes dossiers, enfin, il n'y a pas un crevard, enfin, il n'y a pas un type que je paye 10 € pour qu'il les soulève à ma place. Donc, je soulève mes dossiers, et là, le type arrive, donc je vais devant Monsieur Begin, hein, le chef des coiffeurs, là, enfin, des magasins de coiffure, et il me dit, hey, tu le fais bien, hein. Je dis, je comprends pas, moi. Je dis, mais je fais bien quoi? Il me dit, bah, le tapin. Je dis, mais comment ça, le tapin? Il me dit, mais on est tous des gros tapins, hein, n'oublie jamais. C'était un millionnaire, hein, un milliardaire qui me disait ça. On est que des gros tapins, hein. On fait qu'obéir à ce qu'on nous demande. Et c'est vrai, on est sale tapins et on obéit à celui qui va nous payer. Mais bon, passons outre de cette petite anecdote. Et sur 007 Spectre, je l'ai pas vu. J'ai vu celui d'avant qui était vraiment fantastique. C'est vrai que souvent on fait c'est vrai que dans 99% des cas, tu fais le boulot que quelqu'un d'autre ne veut pas faire. Fast and Furious 7, réalisé par James Wan, ou donc la dernière apparition. Alors, je l'ai vu aussi. Paul Walker. Alors, voilà, je l'ai vu aussi, hein, donc c'est donc pas. il y a une partie, c'est Paul Walker en image de synthèse. Image de synthèse. Alors là, en fait, je l'ai vu, et ça, c'est le moment où tu te dis. C'est là où moi j'ai perdu mon père assez jeune et je me dis putain je l'ai perdu trop jeune, hein. J'ai mal tourné quoi, hein. Je me dis putain s'il avait été là peut-être que j'aurais pas vu ce film là, hein. Voilà, donc moi je pense que j'étais un peu un enfant perdu à un moment donné, hein, et j'ai regardé ce genre de films qui sont vraiment de la merde, hein, mais d'une médiocrité absolue, et c'est vraiment, et alors le Vin Diesel qui est une grosse tapette, faut savoir que moi je suis un type, je vous dis, si vous me voyez dans la rue, je peux pas vraiment dire mon nom, etc., parce que vous imaginez ce que ça impliquerait. Mais moi, je suis blond, je mesure 1m80, je pèse 70 kg, je joue beaucoup au football. Vous pouvez me rencontrer à Paris, vous tromperez pas, hein, je suis le seul blond qui joue au football, quoi. Et putain, et quand tu vois Vin Diesel, c'est vraiment le type. Le pauvre Vin Diesel, c'est un type, hein, bon, voilà, hein, c'est un type, c'est mon 4 heures, hein. C'est un nounours. Voilà, à 11h, je me réveille, je le fracasse, puis à 11h15, je vais prendre mon petit déj. Vous voyez, hein, c'est une petite tapette, quoi. Bon, voilà. Moi, la réplique que j'ai préférée dans Fast and Furious 7, c'est quand à un moment donné, je crois que c'est une nana, tu vois, quand même, qui dit, tu vois, elle est un peu voyante, elle dit le rôle de chaque mec de la bande. Elle regarde Vin Diesel. Alpha, l'Oméga. Ouais. Ah ouais, elle regarde Vin Diesel, elle fait Alpha. Si Vin Diesel est l'Alpha, bah écoutez, je suis Dieu, et votez pour moi aux prochaines élections, je me présenterai, hein, parce que franchement, c'est vraiment. Si ce tocard là, voilà, c'est une merde, hein, donc c'est une merde. Alors, film suivant. Et attends, est-ce que tu me conseillerais de voir les nouvelles aventures d'Aladin? Ah non mais c'est impossible, c'est de la merde. C'est nul. Ah mais c'est de la merde quoi. Il y a pas Eric et Ramsey? Non, attends. Oui, il y a Eric. Eric, juste Eric. Hein. Bah Eric et Ramsey, c'est les types pour le Montparnasse, la tour Montparnasse Infernal 2, ils ont fait 100 000 entrées.
Donc là, ils sont un peu obligés de faire les tapins, hein. Donc ils vont être obligés de se vendre et vous allez voir dans plus en plus de productions comme ça, hein. Très médiocres, mais bon, ils sont obligés de se vendre et puis. Ce qui est très intéressant, c'est des types qui étaient largement coqués, hein. Ils étaient tout le temps coqués. Ouais. Et puis bon, ils ont fait beaucoup les beaux. Ils ont fait beaucoup les beaux à nous expliquer, nous Français, des types comme moi, on est des fils de pute. Moi, je suis blanc, hein. Je suis blond, je suis blanc. Voilà. Donc nous, on est des colonisateurs, des inquisiteurs. Voilà. Ils ont vraiment participé au système, hein. Et ben aujourd'hui, ils le payent chéro et c'est bien fait pour eux, hein. Le dernier film de Ramsey, il a fait 10 000 entrées, hein. Voilà. Donc qu'un type comme Ramsey, qui a été dans les personnages préférés des Français, traite la France de raciste, bah qu'il aille se faire enculer. Putain, tu sais que j'ai été voir le dernier film de Ramsey, Hibou. Ouais, bah voilà. Ouais, j'ai été le voir. Et alors, c'était bien? Alors, en fait, donc, c'est étonnant. Pour que mon cousin réponde pas directement, c'est que c'était vraiment de la merde, hein. Mais là, il essaie de trouver des bons arguments. On le laisse, voilà. Je vais vous répondre franchement. La première demi-heure, j'étais là, putain, je suis en train de voir un film de dingue là. Et après, j'ai très très moyen, donc l'heure qui reste moyen. Déjà, c'est bien, 30 minutes. Est-ce que t'as bien aimé, Steak avec Eric Ramsey? J'ai adoré. Ouais. Ah, j'ai adoré Steak. Ouais. De notre ami. Le début de Hibou, c'est un peu comme Steak. Il est très inspiré. Tu sais, c'est Mister Oiseau, Exactement. Steak, c'est le gars qui a fait les 2 films avec Chabat, là aussi, etc. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu ceux d'avant qui étaient sympathiques. Il a fait Rubber. Voilà, avec la roue aussi. J'ai un peu moins accroché, mais Steak, c'est vrai que j'ai bien aimé. Steak, j'ai adoré, mais voilà. Guitare, est-ce que t'es fan, toi? Moi, c'est le truc. Avengers, l'ère d'Ultron. Moi, ça me tente pas du tout. C'est vraiment de la merde absolue. L'ère d'Ultron, suicidez-vous, hein. Parce que sortir une histoire, en fait, c'est à chaque fois la même histoire, hein. Vous pouvez regarder Suicide Squad, l'ère d'Ultron, Superman versus machin. En fait, il y a toujours un truc, c'est que dans le monde là actuel, le monde va exploser. Ah oui. On l'a jamais connu ça, hein. Mais bon, dans les magnifiques comics américains, le monde va exploser et puis à chaque fois les Américains nous sauvent. Et puis je sais pas si vous avez vu, mais les types qui ont un super pouvoir, ils viennent toujours d'Amérique, hein. Ils viennent jamais d'ailleurs, hein. Il y a qu'en Amérique qu'on arrive à avoir du pouvoir, hein. Sinon, si tu viens d'ailleurs, t'es qu'une merde. Ouais. Mais aujourd'hui, comme ils sont des gros vicieux, mais des ordures totales, ils ont sorti un Africain, hein, en pensant que le peuple africain est assez con. C'est celui qui a des... évidemment, pour pas être dans les clichés, c'est celui qui a une tête de tigre. Pour pas être dans les clichés. Alors qu'il y a même pas de tigre en Afrique, hein, c'est que des lions. Hein. Mais c'est extraordinaire, les Américains. Le mec d'Afrique, ils lui mettent une tête de tigre. Hein. C'est un noir et ils lui mettent, voilà, c'est un tigre et puis c'est le génie de l'équipe. Hein. Voilà, donc ça, alors là, mais franchement... Mais suicidons-nous, non mais j'ai rien d'autre à dire, suicidons-nous vis-à-vis de ça, hein, vraiment, non c'est pas ça. Le tigre caché. Le tigre blanc. Peut-être le tigre caché Avengers, peut-être. Mais moi ce que je trouve hallucinant, c'est quand même que aujourd'hui, tu vois, t'es donc non seulement donc un des héros des Avengers là, c'est Captain America, mais il y a un film qui s'appelle Captain America, tu vois. Mais le truc, c'est tellement énorme. Dans les années 80-90, c'était un peu ringard, tu vois, la BD Captain America. Mais aujourd'hui aussi, hein, aujourd'hui aussi. Oui, mais t'es là, putain, mais c'est vraiment le truc de propagande. Mais les Français, ils adorent. Captain America, le mec avec l'étoile des États-Unis. Et qu'aujourd'hui, on ait réussi à ressusciter le truc et en faire un film. Je fais un appel aux banlieues, les banlieues qui sont un peu plus réceptifs que nous dans l'intellect un peu, pas contre-américain, mais en tout cas un peu logique. J'espère que vous détestez Captain America, que vous n'irez jamais le voir. Et c'est vraiment de la merde. Hein. Voilà. Donc là, on est dans Mad Max Fury Road. Hein. Mad Max Fury Road, 2 300 000 entrées. Bon alors là, je me suis pris d'énormes claques. Parce que moi, j'avoue que j'étais pas trop fan de Mad Max avant Mad Max Fury Road. Je les avais tous vus, moi, je trouvais qu'il y avait un côté un peu bricolé, un peu fauché dans Mad Max. J'avais jamais compris, tu vois, l'engouement, le côté culte de Mad Max, la vision qu'avait George Miller un peu du monde. Dans le dernier, t'as compris les visions des premiers, quoi. C'est ça. Et je pense que j'arrivais pas à voir par manque de moyens, parce que c'est vrai que maintenant, voilà, avec les effets spéciaux, on peut mettre sur l'écran. Il m'a vraiment touché. J'ai vraiment senti le monde, tu sais, la petite flamme qui va bientôt s'éteindre. Pour resituer.
Et alors moi, ce qui s'est passé sur ce film, c'est qu'en fait, la bête là, qu'on voit là à l'image pour nous, Attends, c'est pas qui s'appelle Falcon, un truc comme ça, c'est Falco ou Falcon. Falcor. Alors Falcor ressemblait énormément... Moitié chien, moitié dragon. Voilà, dragon. Et alors Falcor ressemblait énormément à mon Golden Retriever qui s'appelait Bambou. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que tous mes amis, donc tous les mercredis après-midi, on jouait au foot ensemble. Et le chien en fait partait de chez moi et allait sur le terrain de foot. Et donc il venait là et il venait dire bonjour un peu à tous les jeunes, etc. Et donc tous mes potes du foot, etc. l'appelaient Falcor. Et quand le chien arrivait, ils disaient putain Falcor est arrivé. Et donc il y avait le Golden qui était là, qui en fait finalement il demandait un peu à bouffer, etc. Hein. C'était un type intéressé comme moi. Hein. Falcor alors. Et donc voilà, donc Falcor, mon chien, un chien qui traversait la rue au rouge pour les voitures. Hein. C'était un chien assez intelligent. Pour la petite histoire, c'est tiré d'un bouquin. Ouais, je me suis renseigné après. Qui s'appelle L'Histoire sans fin. La première partie du bouquin, c'est dans L'Histoire sans fin 1, et la deuxième partie du bouquin, c'est dans L'Histoire sans fin 2. Et L'Histoire sans fin 3 n'existe absolument pas dans le bouquin. Ah ouais, non, rien à voir. Alors il y a juste un truc qu'ils ont repris dans L'Histoire sans fin 3, c'est qu'en fait, à un moment donné, dans le livre, il tombe sur un mec qui écrit le livre L'Histoire sans fin. Et bon, ça, ils ont repris ça. Énorme. Énorme. Ouais. J'ai pas vu ça. Et attends, qu'est-ce que je voulais... Ouais, et l'Indien, là, pas l'Indien. Yeah, ouais. Les des plaines, là. C'est pas Bastien. Non, c'est un Indien des plaines, là. Ouais. Dans lequel s'imagine, en fait, Bastien. Et en fait, c'est ça, c'est que chaque lecteur du livre L'Histoire sans fin, il se projette dans le bouquin et le personnage lui correspond. Et en fait... Et c'est pour ça que le héros de l'Histoire sans fin, c'est un Indien enfant qui a 10 ans, tu vois. Et si le lecteur, il a vu 40 ans, le héros, il aurait eu 40 ans. Et juste une anecdote, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui a écrit l'Histoire sans fin, c'est un Allemand, déteste le film. Non. Ouais, le film, c'est une très mauvaise adaptation, il aime pas du tout. Et c'est pour ça que tu vois pas tu vois le nom de l'auteur seulement au générique de fin. Mais c'est vrai que quand on réfléchit un peu à... Je crois que c'est une trilogie. Je pense qu'elle est infiniment meilleure en bouquin que... Enfin, typiquement, quand on voit l'Histoire sans fin 3, t'as envie de te suicider. Hein, donc, voilà. Je trouve les films pour enfants aujourd'hui... sont de la merde. C'est ce que j'ai dit quand t'étais pas là. Ah bah voilà, non plus rien à voir. C'est complètement... C'est de la merde. Hein. Non mais c'est complètement... Mais les dessins animés... Nous, on avait Dragon Ball Z et eux, ils ont... je sais même pas si j'ai même pas... Ils passaient l'Histoire sans fin à la télé. Je l'ai en DVD. Et j'étais putain, mais qu'est-ce que c'est triste ce film. Mais Rémi sans famille, tout ça. Ah oui, ça, Rémi sans famille. Et pour rester sur l'Histoire sans fin, mais en fait, ce que je trouve terrible, c'est là quand il perd son cheval. Ah ouais, qui se fait dans la boue. Et mais tu vois, et en fait, j'ai essayé de réfléchir qu'est-ce qui était, mais c'est qu'il est tout seul. Parce qu'aujourd'hui, là, les Harry Potter et compagnie, ils sont toujours en compagnie. Il y a toujours Ron, Hermione... Voilà. Ce que je trouve horrible, c'est que le mec, et tous, ils sont tout seuls, tu vois. Atriou, il est tout seul, et Bastien... Là, tu sais, dans le grenier, là, en train de lire le bouquin, le mec, il est tout seul aussi. Genre, non mais moi, je trouve ça horrible quand, tu sais, au début, tu sais, il veut pas aller en classe parce qu'il y a le contrôle, tu sais, tu te dis vraiment, le mec, la il a piscine, aucun ami. Et la piscine aussi. Ça, c'est dans le 2, ouais. Ah, c'est dans le 2, ouais. C'est ça, c'est le mec, ah, voilà. Ça, c'est la fin, quand il reconstruit tout Fantasia. D'accord. Ah oui. Ciao mon Steph, je me suis régalé. Salut. Et alors moi.